Bonjour. Mesdames, Messieurs, chers collègues et chers amis, j'ai le plaisir d'ouvrir ces 10e journées de la conservation-restauration. Je me présente, je suis Corinne Bélier, directrice des collections ici à la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, et je vous accueille au nom de Catherine Chevillot, présidente de la Cité de l'Architecture et Patrimoine, qui nous a rejoint récemment le 8 mars dernier et qui regrette de ne pouvoir se joindre à nous car elle est en déplacement toute la journée et à cette heure-ci, à vrai dire, dans le train. Elle m'a chargé cependant de vous dire combien nos travaux et le sujet de cette année lui tiennent à cœur. Alors, ces journées, vous le savez, sont organisées par la délégation à l'inspection, à la recherche et à l'innovation de la Direction générale des patrimoines et de l'architecture, en partenariat avec la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et l'Institut national du patrimoine, dont je salue et remercie le directeur Charles Personnaz. Elles sont plus particulièrement redevables à l'engagement de Pascal Liévaux et de Judith Kagan, qui dirigent la conception du programme et la réalisation des journées, ainsi que l'important dossier documentaire, que vous trouvez d'ailleurs en ligne, toujours aussi riche et utile. Qu'ils en soient chaleureusement remerciés. La spécificité et l'attrait de ces journées professionnelles résident, comme vous le savez, dans leur capacité à traiter de sujets majeurs pour la conservation et restauration des biens culturels, mais en les abordant de manière très transversale. Ainsi, l'ensemble des champs patrimoniaux se voit convoqué à chacune de nos sessions, qu'il s'agisse des collections muséales, des collections d'archives ou de livres, qu'il s'agisse aussi des patrimoines archéologiques, monuments historiques ou encore naturels. Ainsi, au cours des 2 journées à venir, les professionnels de ces divers domaines vont partager avec vous leurs recherches et leurs travaux, avec des études de cas très significatives, des retours d'expérience ou encore la présentation de collaborations et de partenariats nationaux ou internationaux. C'est la richesse, la variété de ce programme qui est rendue possible par et grâce au groupe de travail sur la conservation et restauration des biens culturels, que je remercie également, et qui est piloté par Pascal Liévaux. Il est composé d'une 30aine de membres représentants de ces différents métiers. Et depuis les premières journées en fait de la conservation et restauration que nous avons montées en 2011, nous avons abordé de multiples thématiques en matière de conservation préventive, interrogeant par exemple l'évolution des métiers, la mutualisation des compétences, les apports des nouvelles technologies, les limites et les défis qui se sont posés à nous, ou encore la sensibilisation des publics à ces questions. Alors cette année, une grande nouveauté, c'est la première fois que nous organisons ces journées entièrement en visioconférence, du fait de la crise sanitaire bien évidemment, et par conséquent, nous sommes en totale adéquation avec le mot d'ordre de notre conférence, adaptant nos pratiques, avec un point d'exclamation. Et nous sommes vraiment très heureux, en fait, de pouvoir tenir cette conférence en ligne. Ça a été un crève-cœur que de devoir la repousser l'an dernier, de devoir la reporter, et c'est vrai que c'est un grand moment de plaisir que de se retrouver tous pour ces échanges particulièrement enrichissants. Le thème de cette année est conservation, restauration et environnement. Ce sujet a été choisi donc il y a 2 ans et il semble encore plus pertinent aujourd'hui alors que les liens entre la pandémie et la dégradation de l'environnement est mis en avant par la communauté scientifique. La destruction des écosystèmes par l'homme est scientifique. Ainsi, l'état général de l'environnement mondial n'a cessé de se détériorer, pointe l'ONU en 2019 dans son 6e rapport sur l'avenir de l'environnement mondial. Et, je cite, en dépit des efforts en matière politique environnementale déployés dans l'ensemble des pays et des régions. Ces efforts sont contrecarrés, nous disons, par toute une série de facteurs, en particulier les modes de production et de consommation non durables rencontrés dans la plupart des pays, aggravés par les changements climatiques. Alors, je voulais rappeler en ouverture de ce colloque quelques chiffres seulement, juste pour nous remettre en tête, nous remémorer, donner un aperçu de l'ampleur des transformations de ces dernières décennies. Vous l'avez tous noté, la démographie mondiale a explosé, la population mondiale a été estimée l'an dernier à 7,8 milliards d'habitants, contre 2,5 milliards seulement en 1950. Les émissions mondiales de CO2 ont augmenté de 67% entre 1990 et 2018, c'est-à-dire en 20 ans. Le réchauffement climatique s'accélère, nous le savons tous, et dans son rapport spécial de 2019, le GIEC prévoit que le réchauffement climatique planétaire atteindra 1,5 degré Celsius d'ici 10 à 30 ans seulement,
Et en supposant la mise en œuvre intégrale des mesures déterminées dans le cadre de l'accord de Paris, il pourrait être d'environ 3 degrés Celsius d'ici la fin du siècle. Le GIEC estime aussi que l'augmentation du niveau de la mer sera entre 26 et 82 cm pareil d'ici la fin de ce siècle, tous scénarios confondus. L'ONU pointe également que la biodiversité est en danger et note par exemple, juste un chiffre parmi d'autres, qu'entre 1970 et 2014, l'abondance des populations mondiales d'espèces de vertébrés a diminué de 60% en moyenne. Et enfin, la pollution de l'air et de l'eau est un fléau majeur. On retrouve maintenant des déchets marins, y compris plastiques et microplastiques, dans tous les océans et à toutes les profondeurs, affirme l'ONU. Ce sont quelques 10 millions de tonnes de déchets par an qui arrivent en mer. Alors la prise de conscience, en fait, s'est faite dès les années 70. Pour la première fois en 72 à la conférence des Nations Unies sur l'environnement, la conférence de Stockholm, les liens entre développement et environnement sont examinés. Et la problématique est posée à ce moment-là. L'environnement est un patrimoine mondial essentiel à transmettre aux générations futures. La notion de développement durable, elle, apparaît plutôt en 1987 dans le rapport de Brundtland, qui en donne la définition suivante. Le développement durable est un mode de développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Et la prise de conscience de la fragilité écologique émerge peut-être plus largement dans la sphère publique à partir des années 90. Ainsi, le terme de développement durable commence à être vraiment très médiatisé devant le grand public, j'entends, à partir de la conférence de Rio en 92 et est devenu, depuis le milieu des années 2000, l'un des principaux sujets d'information quotidienne au fond. Nul doute aujourd'hui donc de l'importance qu'il y a à agir et à agir dans tous les domaines et à tous les niveaux dans le nôtre. Le patrimoine, comme nous le savons d'ailleurs en tant que professionnels de ce domaine, a un grand potentiel en effet à contribuer aux objectifs sociaux, économiques et environnementaux du développement durable. La protection des biens culturels et naturels exceptionnels préservés par les peuples partout dans le monde, tels que les grands paysages et les grands monuments historiques, peut être considérée comme une contribution intrinsèque au bien-être de l'humanité. L'UNESCO souligne que beaucoup de sites patrimoniaux se sont développés au fil du temps à travers l'adaptation mutuelle entre l'homme et l'environnement dans une sorte de processus de coévolution. Mais au-delà des politiques et des actions en faveur de la préservation des patrimoines, aujourd'hui et au cours de ces journées, c'est sur les méthodes et les pratiques que nous employons pour leur conservation et pour leur restauration que nous devons travailler. D'autant plus que certaines normes, certains matériaux et certaines bonnes pratiques en matière de conservation-restauration ont été mises au point il y a déjà plusieurs décennies, à une époque où l'attention à ces questions environnementales était peut-être un peu moindre. C'est ainsi qu'au cours de ces 2 journées, nous nous pencherons sur les questions relatives aux matériaux et au conditionnement, sur les alternatives au traitement chimique, sur la question des normes climatiques et celle des transports. Et nous aborderons la gestion des chantiers de restauration, l'approvisionnement en circuit court, ou encore les démarches en faveur d'une meilleure maîtrise des déchets et du recyclage. Alors, la Cité de l'Architecture et du Patrimoine, comme beaucoup d'institutions publiques et privées, est elle aussi de plus en plus attentive à sa responsabilité environnementale. Ça se traduit d'une part dans la gestion de l'établissement au quotidien, dans le traitement de nos collections, ou encore dans la passation des marchés et des critères retenus. La sensibilisation du public aux questions environnementales et au développement durable fait partie de notre mission de sensibilisation au domaine de l'architecture et de l'urbanisme. Tout d'ailleurs comme la promotion des meilleures pratiques. La Cité de l'Architecture et du Patrimoine organise à ce titre chaque année le Global Award for Sustainable Architecture, qui distingue 5 architectes internationaux qui partagent les principes du développement durable. Plusieurs se sont d'ailleurs depuis vu décerner le prestigieux Pritzker Prize. Nos expositions aussi abordent régulièrement ces thématiques, directement ou indirectement, avec des sujets tels que habiter écologique, un bâtiment combien de vie, réenchanter le monde, architecture balnéaire, ou encore dans la programmation actuelle du laboratoire du logement. Enfin, la prise en compte des considérations environnementales est intégrée dans l'enseignement dispensé par l'école de Chaillot, qui forme les architectes du patrimoine aux enjeux du patrimoine et à l'exercice de la maîtrise d'œuvre sur le patrimoine.
Ainsi, dans un monde de transformation rapide, marqué par l'évolution des attentes de la société et des valeurs culturelles, nos rencontres annuelles restent un moment important d'échange et de discussion pour l'adaptation de nos métiers et de nos pratiques. Je forme le vœu pour que nos débats de cette année soient aussi riches et fructueux que ceux des années antérieures. Je vous remercie de votre attention. Je passe la parole à M. Personnel. Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureux de vous retrouver et je voulais en premier lieu remercier Corinne Bélier, Catherine Chevillot de cette coopération entre la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et l'INP qui s'associe donc aux journées organisées par la Direction générale des patrimoines et de l'architecture. Et toute ma gratitude va à ce moment à l'action de Pascal Liévaux et tout le groupe de travail qui l'entoure, ainsi que évidemment Judith Kagan qui joue un rôle éminent dans la préparation de ces travaux. J'insiste sur ce point des liens entre la Cité de l'Architecture et du Patrimoine et l'école de Chaillot et l'INP d'autre part, parce que je crois que ils se sont approfondis et que nous sommes deux établissements de formation complémentaires et qui doivent toujours davantage trouver les moyens de converger. Et c'est le travail que nous avions entrepris avec Marie-Christine Labourdette et que nous poursuivrons avec Catherine Chevillot et toutes les équipes. Nous en sommes très heureux parce que sur des thématiques comme celles que nous aborderons durant ces deux journées, il est très important que l'ensemble des spécialités du patrimoine se retrouvent et que la formation soit au cœur des transformations de nos pratiques. Et c'est bien le sujet qui est abordé durant ces deux journées. Qu'il s'agisse d'ailleurs de la formation initiale des professionnels du patrimoine comme de la formation continue. Et d'une certaine manière, encore une fois, ces deux journées s'inscrivent dans ce travail d'adaptation permanente que nous devons faire aux nouvelles conditions dans lesquelles nous travaillons. J'ai fait un peu d'archéologie en préparant ce mot d'introduction et je me suis rendu compte que le mot développement durable apparaissait pour la première fois à l'INP en 2009. C'est tard par rapport aux années 90 que citait à l'instant Corinne Bélier, mais je crois que le mouvement depuis 10 ans a été bien pris, à la fois pour ce qui est de la formation continue, et ça a d'abord commencé par cela, à la fois pour les restaurateurs, en travaillant sur les matériaux de la restauration, sur les nouvelles pratiques, en travaillant aussi sur des sujets plus vastes comme patrimoine et développement durable qui dès 2011 faisaient l'objet de formation continue. Nous sommes intégrés également dans un cadre européen à des réflexions du type Climate for Culture qui s'est déroulé de 2011 à 2015. Ce travail de formation continue se poursuit et chaque année maintenant, un certain nombre de nos sessions de formation continue sont dévolues, sont organisées autour des thèmes des pratiques environnementales et essayent de de trouver la plus grande actualité et de mettre les pratiques à jour, les meilleures pratiques à jour, pour qu'elles puissent être partagées entre tous les acteurs du patrimoine. Nous avons également entrepris de faire de cette question de l'environnement une question importante de la formation initiale des conservateurs dans toutes les spécialités et des restaurateurs. Pour les conservateurs, il s'est agi d'introduire le droit de l'environnement dans le droit du patrimoine et d'introduire un certain nombre de grandes questions dans le cours de la formation. Et nous sommes très heureux de voir que lorsque les élèves conservateurs ont aujourd'hui à choisir des sujets de journée d'études qu'ils organisent, c'est un des exercices qu'ils doivent réaliser, eh bien, ils choisissent des sujets qui ont trait à ces questions d'environnement, de développement durable. La prochaine journée d'études des élèves conservateurs sera consacrée à l'hyperfréquentation touristique de certains sites et aux conséquences qu'elle entraîne. Une journée d'études avait été organisée l'année dernière sur
patrimoine et risques. Et évidemment, dans ces risques, il y avait les risques naturels. Et je ne reviendrai pas sur le tableau très inquiétant qui vient de nous être dressé. La formation initiale des restaurateurs prend aussi en compte ces questions je crois que tous les élèves, leurs responsables d'atelier sont particulièrement concernés par l'amélioration des pratiques et par l'utilisation de nouvelles pratiques pour intégrer l'environnement au cœur de leur métier. Et finalement, c'est assez logique puisque s'il y a bien quelque chose qui vise à la durabilité, c'est la restauration. Et donc, on n'est pas étonné de retrouver une conscience extrêmement forte chez les conservateurs-restaurateurs de ces questions-là. Tout cela se manifeste également par un certain nombre de journées d'études, de conférences qui enrichissent la réflexion. Nous avons aujourd'hui un programme, aujourd'hui et demain, un programme absolument magnifique dont il faut encore une fois remercier les concepteurs. Je crois que beaucoup de champs sont couverts et c'est tout l'intérêt de ces 10e journées comme les précédentes journées de balayer vraiment tout le champ du patrimoine. Je crois qu'elles contribueront à faire que petit à petit le patrimoine, qui est évidemment une révérence pour un passé qui nous anime encore, devienne véritablement encore plus qu'il l'est aujourd'hui pour nos concitoyens, un enjeu pour le temps présent, une nouvelle manière d'habiter le monde et une contribution essentielle au bien commun. Je vous remercie de votre attention, je vous souhaite des travaux très fructueux. Je remercie encore tous les intervenants et je vous souhaite de très belles journées. À très bientôt.